La santé, c'est un état complet de bien-être physique, psychique, mais aussi social. C'est important, du coup, d'être en bonne santé pour investir ce temps qualitativement qu'il nous reste, qu'on a sur Terre. Tu vas avoir du contenu qui est extrêmement bien pensé, comme tu vas avoir des personnalités ou des comptes qui vont partager et te faire croire monts et merveilles. Et oui, là, ça devient dangereux. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Mamad et bienvenue sur Contrôle Z, le nouveau rendez-vous d'Aromazone. Pourquoi Contrôle Z ? Eh bien, l'objectif, c'est de répondre aux idées reçues qu'on a sur les réseaux sociaux, de les déconstruire, de les débunker, mais aussi de les questionner. Alors Contrôle Z, c'est un format qui s'inscrit pleinement dans les valeurs d'Aromazone, parce que leur objectif, c'est de partager des connaissances tout en permettant à chacun de prendre soin de soi. Pour chaque épisode, je serai accompagné de 3 invités, 2 personnalités qui vont nous partager leurs témoignages et un expert qui va nous partager ses connaissances. Et parce que Contrôle Z, c'est aussi un espace de dialogue, on va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on va parler de longévité. C'est un thème qui revient de plus en plus, car vivre longtemps, c'est bien, mais bien vieillir, c'est mieux. Ravi de tous vous recevoir sur ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on entend de plus en plus parler, le sujet de la longévité. J'ai fait mes petites recherches et par exemple sur Google, aujourd'hui, c'est un mot-clé qui revient plus d'1 million de fois. Sur les réseaux sociaux, on a le hashtag longevity qui revient plus de 1 milliard de fois avec 1,8 milliard de vues. En fait, aujourd'hui, ce qu'on remarque, mais tu seras bien placé pour nous en parler plus tard, c'est que on a l'espérance de vie qui ne fait qu'augmenter, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est en meilleure santé. Et donc voilà, pour parler de tous ces sujets qui englobent la longévité, je vous ai réunis toutes les 3. Donc on va commencer par toi, Chloé. Tu es directrice au sein du pôle beauté de Nelly Rogy, qui est un cabinet de conseil en stratégie. Tout à fait. Ensuite, on a Gaëlle Garcia-Diaz. Tu es entrepreneuse et créatrice de contenu. Tu parles beaucoup de beauté, tu vas aussi faire des tests produits. Et récemment, tu partages ta vie de maman sur les réseaux sociaux. Ouais. Et enfin, on a Léa, plus connue sous le nom des conseils pharma de Léa. Tu l'as bien dit, bravo. Pourquoi les gens y galèrent? C'est tout le temps Léa Pharma, les conseils de Léa. Mais ok, là, non mais j'ai révisé parfait. Les conseils pharma de Léa. Et donc toi, tu es docteur en pharmacie et tu es spécialisé en nutrition et micronutrition. Voilà, c'est ça. Et ton objectif, c'est de démocratiser tous les enjeux de santé. Voilà, exactement. Trop bien. Première question, comment vous appréhendez le fait de vieillir ? Je pense que le fait de vieillir a longtemps été un peu une certaine peur, presque envie de dire phobique, surtout quand j'étais plus jeune étrangement, et aujourd'hui en prenant de l'âge, et je pense surtout, parce que je sais mesdames que vous avez des enfants, ma peur de vieillir s'est aussi transformée avec le fait d'être devenue maman. Ce n'est plus vraiment une peur de vieillir dans le sens je vais me ratatiner, je vais devenir une vieille peau. Non, c'est plus le fait de vieillir, de prendre de l'âge parce que les années sont là, peut-être de connaître la maladie aussi. Et de se dire, maintenant que j'ai des enfants, j'ai pas envie de les abandonner, quoi. Donc, j'ai envie d'être là le plus longtemps pour eux. Et c'est vrai que cette peur de vieillir, c'est vraiment transformé plus dans le fait de ne plus être à 100% dans la vie, comme je voudrais l'être, que de vieillir physiquement. Je sais pas si c'est très clair. Oui, très clair. Moi aussi, c'est un petit peu mon principal souci. Enfin, souci, c'est vraiment de vieillir en bonne santé pour pouvoir être là pour les personnes que j'aime, pour mes enfants, pour ma famille. Et c'est vraiment plus ça sur lequel je vais être proactive dans ma vie d'aujourd'hui pour préserver au mieux ma santé, pour pouvoir vieillir heureuse. Parce que aujourd'hui, il y a des études qui montrent que quand on vieillit en bonne santé, on est plus heureux que quand on est en bonne santé jeune. Donc en fait, si on mise sur sa santé, on mise aussi sur son bonheur à long terme. Et Chloé, je rebondis sur ce que tu dis, Léa. Chez Nelly Rogy, on a mené une étude il y a quelques mois sur les jeunes et la longévité. Donc, ça va être tout le sujet de notre discussion. Donc, on a interrogé 56 femmes françaises et on leur a posé plein de questions sur leur rapport au vieillissement, à la vieillesse, à comment est-ce qu'elles intègrent des nouvelles pratiques peut-être dans leur mode de vie face à ça, etc. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir. Donc, on a interrogé des personnes entre 18 et 30 ans, donc très jeune, on va dire. Ça peut sembler très lointain de la vieillesse pour elle, mais en fait, il y a un rapport assez ambivalent au fait de vieillir. Chez les plus jeunes, donc les 18-25 ans, en gros,
la notion de vieillesse, c'est surtout associé à un déclin de la santé, on va dire. Là où quand on vieillit, en plus, ils sont plutôt jeunes, donc c'est vers 25-30 ans, il y a une vision un peu plus positive de la vieillesse, ou peut-être parce qu'on s'en rapproche aussi quelque part, donc il y a plus d'acceptation aussi, où on se dit que finalement, il y a aussi des bons côtés qui vont être l'expérience, la sagesse, la transmission. Vous parliez des enfants, donc il y a de ça aussi. Et que finalement, on trouve son compte peut-être presque en vieillissant parce qu'on se rend compte qu'on va partager plus de temps avec ses proches et que c'est important du coup d'être en bonne santé pour investir ce temps qualitativement qui nous reste, qu'on a sur Terre. Et du coup, est-ce que votre perception de la vieillesse, elle a changé avec le temps ? Ah, complètement. Où c'était très, très, très axé sur... parce que moi, déjà beaucoup plus jeune, vraiment vers 23, 24, 25 ans, j'avais déjà cette notion de la vieillesse physique. Vraiment de me dire, je n'ai pas envie de vieillir physiquement. À aucun moment, j'étais dans un concept de me dire, je veux prendre soin de ma santé intérieure pour vraiment être en bonne santé le plus longtemps possible. C'était vraiment une réflexion tout autre qu'aujourd'hui. Et donc oui, absolument. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, je vais avoir 37 ans cette année. Donc, je suis quand même plus proche des 40 que des 30, on va pas se mentir. Et donc, c'est vrai que au plus je vieillis, étrangement, moins j'ai peur de vieillir parce que je sais mieux comment j'ai envie de vieillir et je sais qu'on peut un petit peu y remédier quand même. Il y a quand même certaines solutions. Et donc oui, ça c'est évolutif évidemment. Je pense que c'est pas un truc qui est comme ça axé sur toute une vie. Je pense que c'est vraiment un peu des ondes comme ça. On a un peu plus peur, un peu moins. Le fait de devenir maman, il y a de nouveau une autre crainte qui vient s'installer. Donc oui, c'est ultra évolutif. Il y a pas de doute. Ouais. Léa, toi, comment ça a évolué, toi, ta perception par rapport à la vieillesse ? Alors moi, déjà, mes études m'ont fait évoluer sur cette perception-là, dans le sens où c'est vrai que j'ai compris que vieillir, déjà, c'est quelque chose d'inéluctable, on peut pas du tout lutter contre. Mais par contre, il y a vraiment des possibilités pour ne pas accélérer ce vieillissement. Donc moi, j'ai décidé, et aussi avec la maternité, d'essayer de mettre en place le plus de choses possibles pour optimiser et finalement exprimer, on va dire, la meilleure version de moi-même. Parce que en fait, on peut, chacun de nous, exprimer la meilleure version de nous-mêmes, puisqu'en fait, le vieillissement, il est vraiment en lien avec notre environnement et ce qu'on va faire de notre vie. Parce que on a les facteurs héréditaires, c'est-à-dire qu'on a tous hérité des gènes de nos parents. Mais finalement, ce qui va s'exprimer pour 90%, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que l'expression de vos gènes dépend de ce que vous faites dans votre vie, la manière dont vous vous alimentez, les relations sociales que vous avez. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience de ce pouvoir-là qu'on a et qu'on peut tous mettre en place de manière finalement assez simple. Encore une fois, il faut être proacteur, il faut être acteur de sa santé. Ça, c'est ce que je répète tout le temps. Et malheureusement, on est quand même dans une société où les gens attendent beaucoup des médicaments, des pilules, sans vouloir forcément mettre en place des choses. Aujourd'hui, on donne des traitements pour le cholestérol sans même avoir revu le régime alimentaire. Donc voilà, j'ai pris conscience que juste dans le vieillissement, on peut juste optimiser, que ce soit par l'activité physique, la nutrition, dont on parlera tout à l'heure. Oui, carrément. Il faudrait définir un peu ce qu'on entend par longévité. Est-ce que, Chloé, tu peux nous dire à quoi ça correspond la longévité ? Alors la longévité, c'est un mot un peu traître presque, parce que dans longévité, on entend longueur, donc on a l'impression que c'est juste le nombre d'années, donc vieillir plus longtemps. En réalité, c'est une notion, et c'est ça qui fait son intérêt, c'est une notion qui est plus complexe. C'est vivre longtemps en bonne santé. C'est le fait de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Donc, c'est pas tellement une notion quantitative, un petit peu, certes, mais c'est surtout une notion qualitative. Et donc, c'est une vision qui est plus 360, qui est plus systémique de la santé. Et donc, la longévité, ça intègre des notions comme la santé, évidemment, qui est liée au nombre quantitatif d'années, mais c'est aussi le bien-être en général, la santé mentale. Ça recoupe des notions aussi tu en parlais, de nutrition, d'exercice physique, de sommeil, et aussi le lien social. Ça, c'est intéressant. Dans l'étude qu'on a menée, c'est un point qui nous a surpris. On s'attendait évidemment à voir revenir l'exercice physique, la nutrition, la santé, qui semblent les plus évidents quand on pense à mieux vieillir. Et le lien social, en fait, c'est revenu pour un peu plus d'un tiers des personnes qu'on a interrogées comme un élément fondamental de la longévité, donc du bien vieillir.
Et ça, c'est un point hyper intéressant à étudier, c'est de se dire, oui, on est acteur de sa propre santé, on va pouvoir l'optimiser en dormant mieux, en mangeant mieux, etc. Mais il faut pas se couper non plus des autres dans cette quête. C'est pas une quête qui doit être seulement individuelle, mais ça nous fait du bien en tant qu'être humain de vivre en connexion avec les autres. Quand on regarde dans les fameuses zones bleues, là où il y a le plus de centenaires, elles ont toutes un peu leur recette gagnante pour vivre le plus longtemps et en meilleure santé. Mais il y a un des points qui revient aussi souvent, c'est la vie en communauté, les relations sociales. Et Gaëlle et Léa, pour vous, c'est quoi bien vieillir? Moi, je dirais que c'est vieillir avec en pleine capacité, de toujours avoir gardé l'autonomie et surtout les fonctions cognitives bien présentes, en fait. Après, il faut vieillir avec son corps, bien sûr que petit à petit, plus on vieillit, plus il va y avoir une diminution progressive des fonctions physiologiques, mais le but c'est d'essayer de les faire perdurer au maximum. Ouais, je suis d'accord parce qu'en fait il faut cet équilibre constant entre les deux parce que un corps abîmé mais avec un cerveau en pleine action ou un cerveau abîmé mais un corps en pleine santé, ça ne fonctionne pas. En fait, il faut que ça cohabite pour qu'on soit pleinement heureux, je pense, dans une belle et longue vie. Il faut pouvoir évidemment le plus longtemps pouvoir se déplacer comme on le souhaite, en fait, pouvoir être autonome le plus longtemps possible et se sentir aussi en sécurité dans son propre corps. Je pense que ça, c'est très important. Ne pas avoir peur d'être seul. Enfin, c'est toutes des bêtises comme ça, mais moi, qui me viennent en tête où je me dis, pour moi, bien vieillir, c'est pouvoir être chez moi tranquille le week-end, passer X années et de pas avoir peur de tomber, de pas avoir peur de je sais plus où je suis. Enfin, si on a ces deux éléments-là, c'est déjà extra, c'est extra, quoi. Pour moi, bien vieillir, c'est ça, c'est cette cohabitation des deux, quoi. Il y a un point, que vous avez pas évoqué. Nous, dans les personnes qu'on a interrogées, il y a c'est des jeunes, encore une fois, 18-30 ans. Il y a ce sentiment un peu ambivalent vis-à-vis de la vieillesse. Ils ont tendance, en vieillissant, à l'accepter plus. Voilà, c'est un peu ce que vous disiez aussi. Mais en même temps, on n'a pas envie que ça se voit. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie que ça se voit sur la peau, que les traits soient marqués, les rides apparaissent, s'accentuent. Donc, il y a toujours un peu ce truc de, oui, on a envie j'accepte de vieillir comme quelque chose d'inéluctable et parce que je sais que je peux, dans une certaine mesure, l'optimiser pour rester autonome, etc. Mais en même temps, on n'a pas envie que ça se voit. Et il y a une grosse angoisse, c'est vraiment le mot qu'on peut utiliser, pour les jeunes aussi vis-à-vis du vieillissement d'un point de vue esthétique. Mais j'ai l'impression que c'est vachement lié aussi aux réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez vu, mais sur les réseaux, il y a beaucoup de contenus qui vont plutôt être axés sur l'alimentation, des méthodes plutôt naturelles. Et vous, déjà, est-ce que vous êtes exposé à ce type de contenu? Moi, peut-être plus, parce que vu que je suis orientée, je parle beaucoup de compléments alimentaires, etc. Donc, je vais parfois voir certaines dérives où, tu vois, il y a des mauvaises promesses sur il faut prendre tel complément, ça permet d'activer la longévité, genre, par exemple, le resveratrol, qui permet d'activer ce qu'on appelle les sirtuines. Et les sirtuines, c'est des enzymes qui empêchent les chromosomes de se raccourcir. Parce qu'il faut savoir que plus on vieillit, en fait, on est en permanence en renouvellement cellulaire. Donc, il y a un équilibre entre les cellules qui meurent et les cellules qui se renouvellent. Et en gros, la longévité optimale, ce serait de réussir à recopier notre information génétique à chaque division sans faire d'erreur. Sauf que plus on vieillit, plus il peut y avoir potentiellement des mutations, des choses comme ça, ce qui fait que tu peux avoir des maladies, encore plus aujourd'hui. Et quand on dit par exemple on a brûlé la vie par les deux bouts, on devrait plutôt dire on a brûlé les télomères par les deux bouts, parce que plus tu vas être dans les extrêmes, par exemple boire, fumer, etc., plus tu accélères ton vieillissement interne. Et donc, si tu veux, là, il faut pas tomber dans le piège de dire je vais tout miser sur un complément alimentaire pour préserver ma jeunesse, alors qu'en fait, c'est un tout. Il faut regarder les choses de manière globale. Donc oui, pour certains compléments, mais effectivement, ça s'inscrit dans une démarche de vie. C'est pas juste une pilule magique qu'on va prendre et qui va nous préserver de la vieillesse. Et du coup, quand vous voyez ce type de contenu, de ce que je comprends, ça vous met plus la pression. Parce que on pourrait aussi se dire que c'est une source de motivation pour bien manger, pour faire attention à son sommeil. Mais je pense qu'il y a les deux. Tu vois, toi, tu parles des dérives, même dans le monde de la skincare, parce que pour moi, le soin de la peau, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment ce qui va venir amplifier tous les autres effets, finalement. Tout ce qu'on va mettre en place, pour moi, ça reste vraiment la cerise sur le gâteau. Mais en effet, tu vas avoir du contenu qui est extrêmement bien pensé, qui est surtout très juste et cohérent et qui ne raconte pas n'importe quoi. Voilà. Comme tu vas avoir des personnalités ou des comptes qui vont partager et te faire croire monts et merveilles. Et oui, là, ça devient dangereux.
Et pour en revenir aux compléments alimentaires, leur utilisation peut totalement être justifiée, que ce soit pour optimiser la santé et surtout dans la prévention des maladies. Parce qu'en fait, être en bonne santé, ça recoupe un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Chloé, mais c'est pas juste l'absence de maladie. La santé, c'est un état complet de bien-être physique, psychique, mais aussi social. Donc en fait, ça revient sur la longévité. Donc c'est vrai que voilà, l'utilisation de la micronutrition permet d'optimiser ça, à condition que ce soit fait et suivi, qu'il y ait un suivi par un professionnel de santé qui soit formé. Moi, je mets en garde sur l'automédication, même si c'est des compléments alimentaires, on peut faire des erreurs avec des produits de santé naturelle, on peut nuire avec des produits de santé naturelle. Et du coup, tu parles de compléments alimentaires. Est-ce que vous, au cours des dernières années, il y a des choses qui ont changé par rapport à votre manière de prendre soin de vous ? Alors moi, je dirais que plus le temps passe, plus les années passent, plus il y a des choses qui pardonnent pas, quoi. Clairement, quand j'ai pas dormi ou quand je me couche tard ou quand j'ai trop bu, le lendemain, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais étudiante à la fac et hop, j'allais en cours le matin, nickel. Donc oui, en fait, j'ai adapté du coup mes routines et mon hygiène de vie parce qu'aujourd'hui, mon corps, il supporte plus les excès. Donc effectivement, je pense qu'avec la prise de l'âge, eh bien, je suis devenue, on va dire, plus raisonnable. Ah, c'est vrai que les lendemains de soirée, c'est compliqué. Ouais. On va pas se mentir, c'est dur. Puis même, juste les longues journées de travail aussi. En fait, j'ai l'impression que la dette de fatigue, ça s'accumule beaucoup plus vite en fait quand on vieillit. Avec les enfants. Avec les enfants, c'est surtout là, jeune maman, toutes les deux par exemple, voilà, des petits bouts qui ont quelques mois, c'est vrai que c'est tendu, mais sinon, le sommeil, c'est vraiment sacré et je pense que trop de gens encore sous-estiment l'importance du sommeil, la réparation du sommeil. 6 heures de sommeil, 7 heures de sommeil, ce n'est pas assez. Genre, les études le prouvent. Pour une femme en plus, une femme a besoin de beaucoup plus de sommeil qu'un homme, par exemple. C'est des choses qu'on ne sait pas forcément et qu'on apprend un peu tard sur le tas. Le sommeil, pour moi, je pense que c'est le plus important. Et aujourd'hui, c'est ce que avec lequel j'ai le plus de mal, et par rapport à mon travail et par rapport à ma vie de maman, où j'ai vraiment une énorme carence en termes d'heures de sommeil. Et je le sens. Je le sens aussi que du coup, je tombe plus vite malade. C'est dur, quoi. Donc, je pense que le sommeil, c'est vraiment le plus important. Et t'as essayé de mettre en place des moyens d'améliorer ton sommeil ou... Mais en fait, ce qui est fou de se dire, c'est que on peut être très fatigué, de se dire voilà, ça fait des mois que je donne tout et j'en peux plus et j'ai vraiment besoin de dormir. Se faire même une nuit de grasse mat ou se faire même 7 jours de suite de grasse mat, ça ne suffira pas pour équilibrer la dette du sommeil. C'est vraiment quelque chose qui doit se mettre en place de nouveau sur plusieurs mois et avant de sentir enfin un retour un peu bénéfique de ces bonnes nuits de sommeil. Donc, il faut pas le négliger au départ. Parce qu'une fois qu'on a la dette du sommeil, c'est très très dur de le rattraper. Je pense que quand les enfants, ça va un petit peu se rééquilibrer et que les nuits seront plus simples, oui, là, je vais devoir mettre quelque chose en place, parce que là, ça devient un peu dur, ouais. Et toi, Chloé? Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, Gaëlle, vous parlez plutôt de réaction. Alors, forcément, avec les enfants, c'est souvent inévitable et voilà. Mais ce qui est intéressant dans l'étude qu'on a menée auprès des jeunes générations, c'est que eux sont vraiment dans la prévention. C'est-à-dire qu'ils vont pas attendre d'être en dette de sommeil pour se dire il faut que je change mes habitudes, que je me couche à heure fixe et que j'essaie de dormir 8 heures par nuit et que j'ai cette routine et que je fasse une activité physique régulière et que je fasse attention à la façon dont je m'alimente, etc. Mais dès 20 ans, en fait, quand on voit les jeunes femmes qu'on a interrogées, il y en a 9 sur 10 qui mettent la longévité au cœur de leur quotidien, qui considèrent que c'est une priorité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au quotidien, elles vont, je dis elles parce qu'on a interrogé des femmes, mais ça peut s'extrapoler à la jeune génération plus généralement, elles vont faire attention à leur sommeil, à leur nutrition, à leur activité physique, à leur santé mentale aussi, et dans cette démarche de prévention. On le voit d'ailleurs, les jeunes consomment beaucoup moins d'alcool qu'il y a quelques années. C'est des nouvelles routines, font plus de sport aussi, de sport pour eux, travaillent beaucoup plus sur leur santé mentale. C'est un sujet qui est
pas du tout tabou pour les générations Z. C'est des choses dont ils parlent très librement, qui vont voir le psy, qui font attention. Ils peuvent refuser d'aller des soirées quand ils se sentent pas bien. Nous, on a peut-être plus vécu avec le FOMO, le Fear of Missing Out. Eux, ils sont plus JOMO, qui est le Joy of Missing Out, parce que c'est une démarche un peu plus me first, mais dans le sens santé physique, mentale d'abord. Pour revenir sur le sujet de la vieillesse, Léa, c'est quoi les conseils pour justement mieux vieillir, que ce soit en termes de sommeil, d'alimentation, de skincare, etc. Alors déjà, il faut redéfinir un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on vieillit plus ou moins vite. Donc si on en revient à la cellule, parce que c'est de ça dont il est question, il y a 3 grands phénomènes au niveau de la cellule qui se produisent, sur lesquels on va pouvoir agir et qui sont liés à notre environnement. Le premier, c'est le stress oxydatif. En fait, c'est l'oxydation. En fait, en gros, plus on vieillit, plus on rouille. Donc, par exemple, l'eau de mer, ça fait rouiller le fer. Nous, c'est ce qu'on appelle les radicaux libres qui vont attaquer la cellule et tout ce qui se trouve dans la cellule. Donc, c'est normal d'avoir de l'oxydation en nous. Et il faut juste que ce soit une balance, parce que l'oxydation, on en a besoin pour se défendre contre les agressions, pour l'immunité, pour plein de choses. Mais c'est un équilibre. Et quand il y a trop d'oxydation versus pas assez d'antioxydants, c'est là où on voit un vieillissement accéléré. Le deuxième point, dans un contexte déjà où il y a de l'oxydation, il peut se passer ce qu'on appelle la glycation. Donc c'est l'excès de sucre en l'occurrence, en contact avec les protéines, ça rigidifie par exemple au niveau de la peau. Quand tu as de la glycation, ça rigidifie les fibres de collagène et ça crée un affaissement, une perte de fermeté, l'apparition de rides, etc. Mais c'est dans un contexte, encore une fois, quand il y a du stress aussi oxydatif. Donc la glycation, encore une fois, là il y a plein de mesures, mais très simples, c'est-à-dire dans l'alimentation, éviter de manger tout ce qui est brûlé, bruni, tout ce qui a été torréfié, fumé. En fait, quand vous mangez ce genre d'aliments très fréquemment, les barbecues, etc., vous mangez ce qu'on appelle des agents avancés de glycation et vous activez l'inflammation et vous produisez encore plus de stress oxydant. Donc, il y a ce premier point et surtout le sucre. En fait, le fait d'essayer de manger à un index glycémique plutôt bas à modéré, on évite justement les hyperglycémies qui mènent aujourd'hui, il y a énormément, c'est quelque chose qui est en recrudescence, c'est l'insulinorésistance. Et ça, clairement, c'est un facteur d'accélération du vieillissement par ce phénomène de glycation. Et le troisième point, c'est l'inflammation de bas grade. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas vraiment compte. Donc, il y a des moyens en biologie, en prise de sang de le voir, comme par exemple en faisant la CRP ultrasensible, ça s'appelle. Ça permet de détecter les petites inflammations. Et la première cause d'inflammation dans le corps, c'est l'intestin. Donc, il faut prendre soin de ses intestins et c'est en soi que parfois, on parle beaucoup aussi d'alimentation anti-inflammatoire, mais c'est pour aussi préserver l'intestin, parce que l'inflammation peut facilement venir de l'intestin, aller polluer le foie, et le foie aussi crée du stress oxydatif. Donc en fait, ces 3 piliers, stress oxydant, stress carbonyle et inflammation, ce sont les 3 phénomènes qui font vieillir la cellule plus vite. Ouais. Et donc, c'est assez simple finalement dans l'assiette. Pour le stress oxydatif, il faut manger des antioxydants, donc vitamine A, C, E. En gros, vous mettez de la couleur dans vos assiettes. Au quotidien, manger diversifié. Il faut manger bio, parce que le bio, il y a moins de pesticides, moins d'intrants, et c'est prouvé aujourd'hui qu'il y a plus d'antioxydants dans les aliments d'origine biologique que dans les aliments, ou sinon favoriser les agricultures de circuits courts raisonnés. Il faut éviter au maximum de manger tout ce qui est brûlé, bruni, carbonisé. Et pour l'inflammation, c'est vraiment privilégier des acides gras oméga 3 qui sont précurseurs de molécules anti-inflammatoires. Donc, c'est les petits poissons gras, maquereaux, harengs, sardines, saumon, mais c'est un peu plus pollué. Et les huiles végétales riches en oméga 3, comme l'huile de lin, l'huile de cameline, à intégrer au quotidien. Ok. On a beaucoup parlé d'alimentation. Est-ce que rapidement, tout ce qui est sommeil ou stress, ça joue aussi? Bien sûr. Dans quelle proportion? Le sommeil, c'est là où s'opère toute la réparation, en fait, tissulaire. Donc, c'est hyper intéressant de bien dormir. Aussi pour la gestion du stress, parce que quand on dort pas bien, clairement, on est plus fatigué, on peut se sentir dépassé le lendemain. Donc, effectivement, en termes de micronutrition, on peut tout à fait utiliser des compléments pour améliorer le sommeil. Après, par exemple, on parle souvent de mélatonine. La mélatonine est un antioxydant, mais je vais pas recommander la mélatonine systématiquement quand il y a des problèmes de sommeil. Elle va être plus adaptée quand il va y avoir des décalages de phase, des retards de phase, des décalages horaires, ou des gens qui ont, qui pendant longtemps se sont couchés très tard et ils arrivent plus à se coucher tôt. Ça peut être intéressant de leur donner de la mélatonine pour les resynchroniser. Mais si tu ne dors pas parce que le soir tu cogites,
tu rumines, etc. À ce moment-là, tu vas plus t'orienter sur du magnésium déjà, c'est la base. Dès que t'es stressé, parce qu'on en perd dans les urines et les besoins sont augmentés. Et tu vas plus t'orienter sur des plantes qui vont apaiser ton système nerveux. Genre, tu vois, la passiflore, la valériane, l'écholzia. Ça va avoir un effet beaucoup plus apaisant du système nerveux. Et du coup, tu vas plus favoriser le sommeil, parce que ce sera pas lié à un manque de mélatonine, parce que la mélatonine, en soi, on en fabrique tous par la glande pinéale. C'est juste qu'en vieillissant, effectivement, il peut y avoir une légère calcification de cette glande, et donc on en fabrique un petit peu moins. Donc chez les personnes âgées, parfois on peut donner un peu de mélatonine aussi. Et du coup, par rapport aux thématiques qu'on a évoquées, donc sommeil, stress ou alimentation, est-ce qu'il y a un pilier qui est plus important que l'autre pour vous? Alors, on sait qu'ils sont tous ultra importants. Voilà. Je pense qu'en fait, il faudrait pouvoir être bon dans tous, dans tous en fait. Mais moi, dans ma vie aujourd'hui, si vraiment je dois juste regarder ce qui se passe dans ma vie, je pense que ce dont j'aurais le plus besoin aujourd'hui, c'est du sommeil. Je pense parce qu'il affecte mon physique, il affecte ma santé mentale. Bon, ça se voit pas. Hein. C'est très belle. Ça, c'est l'équipe maquillage. Merci. Mais vraiment, c'est très. Enfin, pour moi là, c'est devenu un besoin. Ouais. Et puis je pense aussi de l'alimentation. Je m'en veux un peu quand je mange pas assez équilibré. J'ai vraiment ce truc de putain, pas ouf quoi. Et je vais cuisiner pour les enfants. Je vais leur faire à manger bio, tout ça. Parce que en plus j'adore cuisiner. Mais comme ils sont décalés et je les nourris d'abord eux pour bien être sûr qu'ils ont tous bien mangé, et puis je les mets au lit et puis moi je mange de la merde. Donc ce qui n'a aucun sens. Ah oui. Genre au lieu de me dire fais-toi aussi une petite assiette, non parce que alors c'est trop tard et puis il est passé 9h30, 9h45, j'ai plus faim et en fait, c'est un rythme qui est pas bon, quoi. Et j'ai hâte d'arriver à un stade où on mange ensemble avec les enfants, où ils vont un tout petit peu plus tard au lit. Parce que moi, manger à 6h, en revenant en vrai, c'est meilleur pour la... Enfin, moi, je sais que c'est super mauvais de manger tard. Hein. Moi, souvent, je dîne avec elle à 7h du soir. Mais ça, c'est super. Mais voilà. je rentre qu'à 18h. Et puis en plus, sinon... je fais à manger, quoi. Ouais. Parce que si je mange pas avec elle, je grignote en plus. Quand je leur fais à manger, après, je remange. Ah, mais voilà. En fait, j'ai trouvé la solution. Je dîne avec elle, au moins, mais je dîne tôt. Ouais. Et Chloé, il y a justement une tendance entre sommeil, alimentation. Le pilier qui revient le plus sur la longévité, c'est la santé et le bien-être. De façon un peu évidente, de se dire que on n'est pas malade, on va dire, et qu'on va faire attention à être pas tomber malade. Et ce qui arrive juste après, c'est l'alimentation et le sommeil. Ok. Quand on parle de longévité, il y a souvent la question de la peau qui revient. Pourquoi c'est un indicateur qui est aussi important pour les jeunes aujourd'hui ? C'est une bonne question parce que ça, c'est pas forcément évident. C'est que c'est le premier indicateur de bonne santé. Donc il arrive en bout de chaîne quelque part, mais il est le reflet de tout le reste. Et c'est pour ça qu'on y accorde aussi beaucoup d'importance, parce qu'en travaillant sur son grain de peau, la qualité de sa peau, avec notamment une routine skincare et l'utilisation de produits avec SPF au quotidien. Ça, c'est vraiment les deux points qui reviennent. Hydratation de la peau et utilisation de SPF. Ça va être vraiment comme ça qu'on va travailler sa peau qui sera le reflet d'une bonne santé et d'une bonne hygiène de vie, en fait. On parlait aussi des réseaux sociaux, mais le fait que on a l'impression qu'il y a des gens qui sont théoriquement âgés, mais en fait ils ont l'air beaucoup plus jeunes que ce qu'ils sont. Donc en fait je trouve que ça participe aussi à cette injonction d'avoir une belle peau, de faire attention, etc. Enfin je sais pas si vous êtes concernés par ce sujet. C'est sûr que je pense qu'on a tous été abreuvés de la clean girl ces 2 dernières années, qui est cette fille avec la peau parfaite, une routine skincare en 15 étapes, qui a un espèce on parle de glow depuis 2-3 ans. Pourquoi est-ce que cette quête, cette recherche de glow, d'un teint glowy frais, c'est si important ? Parce que justement, quand on dit glow, ça veut dire peau saine, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que rien que dans ce nouveau mot, on va dire, dans la skincare, c'est de dire qu'on va pas tellement se concentrer sur effacer des rides, des imperfections, mais sur un état plus général d'avoir une peau radieuse, donc une peau en bonne santé. Et ça, dans l'étude qu'on a menée, elle révèle qu'il y a 90% en fait des personnes interrogées pour qui la skincare est essentielle dans l'idée que c'est premier indicateur visible de bonne santé et reflet de l'intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur et de notre qualité de vie en général. Et même chez les jeunes, tu disais que chez les je sais plus 14-20 ans, il y avait cette tendance et que certains utilisaient aussi des produits. Oui, en fait, on commence très tôt.
on commence à mettre de la crème solaire à 3 ans. On commence à avoir des routines skincare à 12 ans aujourd'hui, même si ça n'a pas toujours du sens, mais c'est ce que font les jeunes de plus en plus. Donc oui, on est dès le plus jeune âge entouré de produits skincare et la peau et le souci d'une peau nettoyée, hydratée, protégée, c'est présent dès notre plus tendre enfance, en fait, par des gestes de prévention. Ouais, déjà, en gestes de prévention, on va dire les 2 essentiels, c'est vraiment la protection solaire. Parce que les UV, justement, par ce phénomène de stress oxydatif, c'est parce que les UV créent du stress oxydatif sur les cellules de la peau, ça détruit les fibres de collagène et ça accélère le vieillissement. C'est par ce phénomène-là et c'est par ce phénomène-là aussi qu'on peut avoir des mutations, des cancers, etc. Et le deuxième point, c'est le tabac. Voilà, c'est les deux choses qui font vieillir la peau beaucoup, beaucoup plus vite. Et ça, on le voit, les jeunes portent aujourd'hui du SPF, des produits contenant des SPF, que ce soit dans leur crème hydratante, leur fond de teint ou en crème solaire directement, tous les jours, en ville, comme en hiver, en ville, tout le temps, parce qu'effectivement, ils sont dans cette logique de prévention et ils ont compris que c'était le premier facteur de vieillissement. Il faut vraiment se protéger la peau. Tous les jours. Il y a encore des gens qui ne savent pas que même quand il fait pas bon, on met un SPF, quoi. Même les peaux noires, mais bien sûr, même absolument, les peaux ça, c'est le plus gros c'est pas parce qu'en fait, vous avez une mélanine qui vous protège naturellement mieux contre les UVA et les UVB, mais c'est pas pour autant que c'est pas, d'ailleurs, les peaux noires ont aussi des problèmes de cancer, de mélanome, etc., hein. Donc, je fais pas. Mais encore une fois, dans les produits SPF, dans les crèmes, dans les lotions SPF, il y a de nouveau tout un marché. Et on a des filtres qui sont vraiment pas bons du tout, qui sont cancérigènes, ce qui n'a aucun sens. On est quand même sur une crème qui est censée aller protéger. En fait, il y a les filtres minéraux. Les filtres minéraux, bon, c'est ceux qui... Bon, maintenant, il y en a qui font pas blanc. Oui, mais en gros, ils réfléchissent les UV. Et t'as les filtres chimiques qui absorbent. Voilà. Donc, c'est la différence. Et c'est vrai qu'en général, les femmes enceintes, enfants, on conseille plutôt les filtres minéraux parce qu'il n'y a pas d'absorption. Et ça fait comme un écran. Gaëlle, tu parles beaucoup de la composition des produits. Tu fais des tests. T'hésites pas à dire ton avis, ce que t'en penses, etc. Tu fais ça. Enfin, pourquoi tu fais ça? D'où ça t'est venu? C'est fou aussi de se dire que, quand on regarde aujourd'hui, les jeunes veulent savoir ce qu'il y a dans leurs produits. C'est terminé, quelqu'un qui startine sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Les gens veulent comprendre, veulent savoir pourquoi tel conservateur est problématique, pourquoi tel ingrédient n'est pas bon, pourquoi cette formule n'est pas OK. Et moi, je trouve ça génial. Je trouve ça extraordinaire que les gens ont envie de s'informer. Mais surtout, on se rend pas compte, mais des produits qui ne sont pas bons sont nocifs et vont potentiellement développer des maladies, des cancers, et puis même juste des réactions, alors qu'il y a tellement de produits sur le marché qui sont propres, qui sont clean, et surtout qui sont ultra efficaces. Mais moi, ce que je trouve compliqué, c'est que aujourd'hui, il y a plein de marques, il y a plein de produits, il y a eu pas mal de scandales, et du coup, on a forcément une méfiance vis-à-vis de ces marques. Bien sûr. Et moi, quand j'ai commencé du coup à faire une skincare routine, je commençais déjà à me dire, ok, il faut que je choisisse une marque ou plusieurs marques qui sont vraiment clean. Et j'ai commencé à demander autour de moi. Et ce qui revenait souvent dans mon entourage, c'était souvent des produits Aromazone. Je sais que toi, t'en as souvent parlé, Gaëlle. Est-ce qu'il y a des produits que tu recommandes en particulier? Les produits Aromazone, alors déjà, pour que ce soit sur le tout fait, parce que ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'on va pouvoir aller travailler ces produits, les amplifier, les améliorer, un petit peu les perfectionner en augmentant certaines doses de produits de base qu'on va les mélanger. Toujours bien se renseigner et suivre le site, qui est d'ailleurs extrêmement bien expliqué par rapport au dosage. Enfin, c'est pépite. Mais déjà, dans juste les formules terminées à appliquer immédiatement, pour moi, il y a des produits qu'il faut avoir dans sa salle de bain. Le sérum acide hyaluronique, qui est extrêmement dosé, à plus de 3%, il est incroyable. Extraordinaire à aller appliquer avant, à mélanger aussi. Enfin, c'est pour moi, et d'ailleurs extraordinaire aussi à mettre sur les cheveux. Voilà, je sais pas si vous le saviez, mais le gel d'acide hyaluronique à scruncher dans les cheveux pour aller réhydrater la fibre capillaire, exceptionnel. Mais il y a pour moi comme ça des pépites qui sont en fait des standards et en plus qui ne coûtent vraiment pas grand-chose. C'est vraiment au niveau des prix, c'est exceptionnel. Et puis, il y a des nouvelles petites pépites qui sont arrivées dans les, justement, toujours dans la gamme acide hyaluronique. On va retrouver les petites boules. Oui. Les perles d'acide hyaluronique, qu'on va aller dissoudre avec quelques gouttes d'eau et qu'on vient appliquer. En plus, c'est extraordinaire parce qu'une peau, l'acide hyaluronique toujours appliqué sur une peau légèrement humide. Juste avant le podcast, tu l'as fait ou pas? Oui. Je mets toujours mon acide hyaluronique every day. Look at this glow. Mais donc, pour moi, ça, c'est vraiment les 2 produits pépites à avoir qui sont vraiment très chouettes. Et c'est devenu
c'est une routine de base, je trouve. Voilà. Ouais, moi j'ai entendu plein de fois et du coup c'est le premier truc que j'ai acheté. Ouais. Sérum peptide et alors le sérum anti-rougeur, le sérum rosâtre B12 prébiotique. Il est antioxydant. Il est exceptionnel. Justement. Et après moi j'aime beaucoup la vitamine C aussi. En actif pour la peau, parce que le matin, voilà, ça protège la peau des agressions extérieures, ça protège des effets néfastes des UV, ça protège pas des UV, attention, hein, mais des effets donc du stress oxydatif, et en plus ça stimule la synthèse de collagène. Donc c'est vrai que la vitamine C en sérum, moi c'est en plus de l'acide hyaluronique pour le côté vraiment purement hydratant, ça fait vraiment partie de ma routine, et moi j'ai tendance à faire des taches pigmentaires. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à équilibrer, et notamment grâce à la vitamine C dans ma routine. Ça c'est un incontournable. Et par rapport aux compléments alimentaires, est-ce que vous en prenez et pour quelles raisons, sommeil Alors en fait, il y a 2 types de façons de se supplémenter. Tu peux supplémenter pour justement venir combler les besoins nutritionnels qui ne sont pas couverts par l'assiette. Je pense à des populations, par exemple, qui sont végétariennes, végétaliennes ou qui font des exclusions alimentaires. Par exemple, tu manges pas poisson. Clairement. Voilà. Exemple. Donc la B12, clairement, il faut une dose en plus supraphysiologique, c'est-à-dire très élevée, pour venir combler ce que tu ne manges pas dans ton assiette. Pareil pour le fer chez les femmes qui sont anémiées, voilà. Donc il y a pas mal de situations où on peut supplémenter juste pour couvrir les besoins. Et après on peut aussi supplémenter pour une action fonctionnelle, c'est-à-dire par exemple tu as du stress, tu as des douleurs, quand tu vieillis par exemple de l'arthrose, et ben là tu vas pouvoir utiliser des plantes. En général, quand tu prends une plante en supplémentation, tu la prends pas pour te nourrir. Tu la prends pour l'effet bénéfique qu'elle va avoir sur ta santé. Donc, il y a 2 manières. Et c'est vrai que moi, je me supplémente pour combler certains déficits nutritionnels. Par exemple, la vitamine D. Clairement, tout le monde est carencé en vitamine D. Donc, ça, c'est toute l'année. Parce que surtout, même en été, enfin, même ceux qui habitent dans le sud, si vous travaillez dans votre bureau toute la journée, ça suffit pas, quoi. Enfin, toute l'année, je prends de la vitamine D. Magnésium, très régulièrement, parce qu'en plus je fais pas mal d'activités physiques, donc les besoins en magnésium, le magnésium ça sert à produire l'énergie cellulaire, donc dès que t'es fatigué ou dès que t'es un peu stressé, tu peux totalement te supplémenter à 300 mg. Après il faut choisir la bonne forme de magnésium. Et pareil, voilà, si tu si t'as des problèmes de sommeil, par exemple, tu vas pouvoir utiliser soit de la mélatonine si c'est lié à un décalage de phase, soit des plantes apaisantes, soit l'ashwagandha qui peut avoir une vertu aussi apaisante. Enfin, voilà. Après, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que la supplémentation, elle doit être vraiment personnalisée et il faut se faire accompagner par un professionnel de santé parce que, par exemple, prendre du fer alors que tu n'en as pas besoin, c'est super dangereux. C'est super dangereux. Tu peux créer justement de l'oxydation. Et les gens, par exemple, qui ont trop de fer, ça s'appelle l'hémochromatose. Ils peuvent avoir des gros problèmes de santé et c'est une maladie quand même bien demandée un avis. Du coup, tu conseilles de toujours d'abord faire une prise de sang pour vérifier est-ce qu'on a déjà des carences qui doivent être travaillées. Alors, très bonne question. Pour certains micronutriments, tu peux te supplémenter à l'aveugle, il n'y a pas de risque. Okay. Vitamine du groupe B. Okay. Vitamine C, vitamine D à dose physiologique. À dose physiologique, hein. Tu peux te supplémenter. C'est quoi dose physiologique? C'est-à-dire que, en fait, il y a des doses en chaque micronutriment qui sont établies. Ça s'appelle les références nutritionnelles pour la population. D'accord? Donc, par exemple, c'est établi, un homme a besoin de 360 mg de magnésium. Okay. D'accord? Vitamine D, je crois que c'est 600 UI par jour. Donc, si tu veux, quand tu te supplémentes à dose physiologique, par exemple, en vitamine D, en magnésium, en vitamine C, en vitamine du groupe B, aucun souci à l'aveugle. Tu peux y aller, il n'y a pas de problème. À condition que ce soit à dose physiologique. Hein. Okay, d'accord. Par contre, même à dose physiologique, tout ce qui est minéraux, donc fer, manganèse, cuivre, la vitamine A aussi, il faut être vigilant. En fait, le problème, c'est quand tu supplémentes à l'aveugle alors que tu n'en as pas besoin, le sélénium par exemple, tu peux créer des phénomènes d'oxydation et effectivement créer des mutations, venir altérer ton bon fonctionnement cellulaire. Donc effectivement, non, il y a certains micronutriments pas à l'aveugle. Mais je pense que tu as raison de préciser que parfois, il faut aller voir justement un professionnel de santé. Parce que moi, typiquement, à un moment, je prenais multivitamines, multiminéraux, oméga 3, et c'est tout. Mais du coup, j'avais fait une prise de sang et mon docteur il m'avait dit qu'avec mes multiminéraux, j'avais, je sais plus, un supplément de... Un excès de sélénium. Quoi. Ouais, ça peut être de sélénium en général, ça peut se cumuler. Et le sélénium, quand ça s'accumule, c'est pas bon du tout, quoi. Et ça, c'est pas facile, en effet, je pense, de trouver la balance entre... Ce qu'on disait au tout début, ce qui est fascinant avec ces sujets de la longévité, de l'optimisation de soi, c'est qu'on est acteur et qu'on a envie de plus en plus d'être acteur de sa propre santé. Et on est plus informé aussi, on sait lire, et surtout les jeunes générations, on sait lire les étiquettes, les actifs dont ils ont envie, besoin. Et en même temps, on n'est pas non plus docteur en pharmacie. Et comment on fait quand on ne sait pas avaler des gélules, comme moi ?
Il y a des formes de sachets. Ouais, mais par exemple, le magnésium, ça existe en sachet? Citrate de magnésium en poudre. Il y a tout en Et poudre. la vitamine D, c'est des petites huiles? C'est des gouttes, ouais. Et ça, c'est à prendre pendant le repas, sinon ça fonctionne pas. Ah ouais? Ouais, ok. Pourquoi ça fonctionne pas si on mange pas? Parce que c'est une vitamine qui est lipophile. C'est-à-dire qu'elle aime le gras. Donc elle va s'accrocher aux graisses qu'on ingère. Voilà, parce qu'en fait, quand tu vas manger ton repas, tu vas activer ta digestion et activer la production de sels biliaires. Mais oui, mais tu vois, moi, pour digérer le gras. Donc, si tu n'as pas d'acide biliaire, tu ne peux pas digérer le gras. Donc, si tu prends ta vitamine D à jeun. Et la vitamine D qui est un peu huileuse comme ça. On boit, tu sais, le 1 million de nanos de machin. Ouais, même ce truc huileux, il faut le boire. C'est 600 U, normalement, qu'on doit prendre, c'est ça? Non, en fait, souvent, c'est des doses à 100 000 unités, 50 000 unités. Alors, c'est vrai que la problématique. C'est mieux de prendre tous les jours. C'est beaucoup mieux de prendre tous les jours parce que ça va reproduire ce que physiologiquement ton corps fait naturellement. Quand tu as une carence avérée, que tu as fait un dosage, tu prends une ampoule, très bien. Seulement, ça va faire un pic et au bout de 3 semaines, ça va redescendre. Donc, ça ne permet pas de maintenir un taux stable de vitamine D dans le sang et donc de bénéficier de tous les effets de la vitamine D. Parce que la vitamine D, c'est pas juste pour l'équilibre osseux. En fait, on a des récepteurs à la vitamine D partout dans le corps, même dans le cerveau, même dans les vaisseaux sanguins. Donc, la vitamine D, c'est essentiel. Elle est immunomodulante pour l'immunité notamment. Elle est, entre guillemets, anti-cancéreuse, anti-inflammatoire. Donc ça, ce sont tous les bénéfices de la vitamine D quand tu as un taux stable, un bon taux. Et le bon taux, c'est entre 40 et 60 nanogrammes. Et c'est pas être juste au-dessus de 30 comme la norme, enfin, la valeur du labo. Tu sais, en général, on dit t'es en carence quand t'es en dessous de 30. Ouais, mais sauf que 30, c'est pas la valeur santé, quoi. Et Gaëlle, du coup, toi, tu prends pas de compléments alimentaires? Ah, j'ai pris des compléments pendant mes 2 grossesses. Et en plus, c'est complètement con parce que quand je prenais mes compléments pendant mes grossesses, j'étais en pleine forme. J'étais en meilleure forme enceinte de 7 mois et demi qu'aujourd'hui. Mais tu peux la continuer. Je devrais. En fait, j'ai continué pendant mon allaitement. Oui. J'ai arrêté au bout de 3 mois. Et en fait, extrêmement mauvaise idée. Il faut juste continuer. Mais je me vois mal encore. Il y a des choses que tu peux continuer totalement à l'aveugle, comme je disais. Si c'est un mélange de vitamines de groupe B, de choline, magnésium, voilà. Mais il y a certains nutriments, effectivement, à éviter sur du très long terme en supplémentation si t'as pas de biologie. Mais il y a des choses tu peux tout à fait continuer. Surtout si là t'es dans une période un peu de boulot. Tout ça. Déjà magnésium, vitamine B et éventuellement une plante adaptogène. Tu vois la rhodiole. Si tu n'allaites plus, la rhodiole c'est vraiment une plante qui va aider l'organisme à réguler le stress et elle va augmenter les taux naturels de sérotonine, de dopamine. Donc c'est hyper intéressant. Voilà, dans les phases où t'es stressé, en plus t'as une petite baisse de morale, une petite baisse de régime, tu te supplémentes en rhodiole. Alors après, c'est toujours pareil. La phytothérapie, c'est pas je le prends, ça marche d'un coup. Il faut au moins 10 jours de prise pour ressentir les effets. Mais franchement, ça marche super bien, quoi. Pour revenir sur un autre sujet, toujours dans le souci d'optimiser sa santé, on a vu qu'il y avait pas mal d'outils en ce moment pour optimiser, que ce soit les bagues connectées, les montres connectées. C'est une bague connectée pour suivre le sommeil. Est-ce que vous utilisez ce genre d'outils? Moi, j'ai une montre connectée parce que je fais pas mal de sport, donc j'aime bien, voir évoluer mes performances. Mais j'en suis pas encore au stade où ça dicte ma conduite. Tu vois, je suis plus à l'écoute de mon ressenti à moi que de regarder tous les jours ma montre. Non, je suis pas encore là-dedans. Non, moi, je suis vraiment la team. Une fois tous les 6 mois, j'ouvre mon app santé dans mon iPhone et je regarde. J'ai fait 12 pas aujourd'hui. Pas ouf. Oh là là, va falloir aller marcher et promener le chien. Non, mais vraiment, pas du tout. Et comment, du coup, là, on parle beaucoup d'optimisation, de compléments alimentaires, sommeil, etc. On peut se dire qu'il y a plein de choses à suivre et ça peut devenir une forme de pression. Comment on fait pour garder un équilibre entre plaisir, santé et bien-être? Justement, c'est ce que tu dis. Enfin, le tout, c'est d'être à l'équilibre, en fait. Faut pas être dans les extrêmes parce que tu pourras pas tenir un extrême. Moi, je vois quand j'ai des patients en consultation, justement en micronutrition, je leur donne plein de conseils sur ce qu'il est idéal de faire et je les rassure en leur disant, attendez, là, je vous ai donné tout ce qui serait optimal. Maintenant, on n'est pas des gens parfaits. Le but, c'est que vous essayez de vous mettre des objectifs réalisables. C'est-à-dire, par exemple, quand je fais des consultations, je donne des conseils nutritionnels, de la supplémentation personnalisée et des conseils en santé environnementale. Donc, dans l'hygiène de vie au quotidien, je sais pas, par exemple, quelqu'un me dit, moi, tous les soirs, j'allume des bougies. Je vais lui dire, clairement, tout ce qui brûle dans une maison, c'est pas bon. Donc, gardez les bougies pour les occasions, mais ne faites plus brûler. Déjà, appliquez ça au quotidien. Si c'est quelqu'un qui aspire pas assez régulièrement ou qui nettoie pas ses VMC, tu vois, je vais leur dire, trouvez parmi tous les conseils que je vous ai donnés, un que vous allez appliquer, par exemple, jusqu'à ce qu'on se revoie, pour que ça devienne une habitude.
pareil pour la nutrition. Enfin, je leur dis, mettez en place 2-3 choses importantes qu'on a vues ensemble. Et au prochain, et c'est pour ça que c'est important de revoir la personne pour le côté motivation aussi. Mais mettre en place les choses progressivement. Mais effectivement, après, il faut essayer d'agir sur différents niveaux pour vraiment avoir un résultat. Et l'activité physique, ça en fait partie, quoi. Donc ça... Je sais pas si tu vois les différences d'âge dans ta patientèle, mais moi, ce qui m'avait frappé auprès des personnes qu'on a interrogées, donc les moins de 30 ans, c'est que ce côté prendre soin de soi, il y a la dérive un peu orthorexique, on va aller tout traquer, tout vérifier, dès qu'on se lève, regarder si on a bien dormi, alors qu'on peut juste se poser la question soi-même et être plus à l'intuition, comme tu dis. Mais on sent quand même que les moins de 30 ans, en fait, ça leur fait plaisir. Ils trouvent du bonheur, du bien-être, de l'apaisement dans le contrôle, en fait, de cette santé et de ce mode de vie. C'est-à-dire qu'ils le prennent comme dans un monde hyper chaotique, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Toi, tu parles beaucoup d'écologie, donc l'éco-anxiété, elle est ultra présente, notamment chez les jeunes. Il y a, je crois, 50% des jeunes qui pensent que dans les 10 prochaines années, en gros, l'humanité va s'éteindre. Enfin, c'est énorme. Ils sont hyper anxieux, notamment à cause de la crise climatique. Là-dedans, dans tout ce chaos, prendre soin de soi, en fait, c'est une forme de contrôle qui est simple, qui est accessible. Prendre soin de sa santé, vérifier à quelle heure on se couche, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ingère, qu'est-ce qu'on met sur sa peau, c'est une forme de contrôle et c'est rassurant, c'est une bouée, c'est un ancrage et donc on voit que ça leur fait plaisir, en fait, ça leur procure du bien-être, de moins boire, de se coucher plus tôt, etc. On est loin des années sexe, drogue, rock'n'roll, on sent qu'on est dans une nouvelle ère où la santé et la longévité dans toutes ses dimensions, donc santé, nutrition, activité physique, sommeil, santé mentale, relations humaines, elle est désirable, en fait. C'est pas chiant, c'est pas un truc contraignant, ça l'est forcément un petit peu, mais mais c'est comme une habitude de vie. Ouais, c'est comme un sportif. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Donc moi, je vois pas, tu vois, par exemple, je sais que sur l'alimentation, je mange très bien. Mais en fait, c'est pas une contrainte. Tu vois, je le vis pas du tout comme une contrainte. Quand je vois des personnes aller manger un McDo, clairement, je le dis, moi, je n'y prendrai aucun plaisir à aller manger un McDo. Donc, mais tu fais jamais de cheat meal? Non. Tu dis, là, je m'en fous plein la panse. Mais pas du tout, mais parce qu'en fait, je n'y prends aucun plaisir. Moi, tu me mets un truc avec hyper coloré avec des trucs sains, je prends énormément de plaisir à manger ça. Je n'ai aucun plaisir à manger un McDo. Peut-être pas forcément un McDo, mais genre un resto, toujours un peu stylé, mais bon, ok. Tu sais pas forcément avec quelle huile ça a été cuit. Est-ce que ça a été un petit peu trop grillé? Est-ce que tu dis, allez, je vais quand même manger le côté un peu brûlé? Non, c'est plus l'attirance, par exemple, sur un super gâteau fin. Je vais avoir énormément de plaisir et je vais en profiter. Ouais. Mais par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est le but, c'est pas de se restreindre, de se dire je mange plus de sucre, plus rien pour pas faire. Mais c'est juste, si tu le fais, le faire vraiment en pleine conscience. C'est-à-dire que là où t'as le plaisir, c'est clairement quand c'est en bouche. Une fois que t'as avalé, c'est terminé. Donc, profitez de ce moment où c'est dans ta bouche, où tu savoures les saveurs, le goût, etc. Parce que c'est déjà, plus tu vas prendre le temps de manger, plus tu vas, déjà ton cerveau va comprendre qu'il mange, donc ça va envoyer un message de satiété. Je pense qu'il y a aussi une question d'équilibre aussi. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on peut se faire un cheat meal de temps en temps, et c'est ça qu'il faut dire aussi aux gens, ça sert d'être dans la restriction. Mais bien sûr. Quoi. Dernière question, avec tout ce qu'on s'est dit, si vous deviez retenir qu'une seule chose, ce serait quoi? Je dois aller chercher de la vitamine D, du magnésium. Je pense que ça serait déjà un très bon début, ouais. Okay. Moi, je pense que vraiment le côté des compléments, j'ai très longtemps cru que c'était pas vraiment nécessaire, que si on mange juste équilibré, on n'a pas besoin de compléments. Parce qu'il y a une très mauvaise médiatisation autour des compléments alimentaires. Faux. Mais parce qu'en fait, le problème, c'est que dans la médecine aujourd'hui, la médecine en France, c'est une médecine de la maladie. Ce n'est pas une médecine de la santé. Donc clairement, aujourd'hui, les médecins ne sont pas du tout formés sur cette discipline-là, qui est en plus mon DU, je l'ai quand même passé à la faculté de médecine de Paris. Donc ce n'est pas du charlatanisme, ce n'est pas une dérive de la médecine, mais c'est complémentaire. Et en fait, il y a beaucoup trop de médias, gros médias, notamment les chaînes télévisées, etc., qui diabolisent le complément alimentaire parce qu'effectivement, il y a de la dérive, mais il y a de la dérive partout. Mais encore une fois, c'est complètement utile et justifié dans certains cas.
de les utiliser, à condition, encore une fois, de faire les bons choix. Complètement. Chloé, s'il y a un truc à retenir. Oui, moi, ce que je retiens, et je continue ce que tu dis, c'est un peu un changement de paradigme où effectivement, la médecine occidentale, en tout cas, elle était sur une médecine du traitement de la maladie, donc du diagnostic puis du traitement. Là où on est en train de passer à une médecine petit à petit intégrative de la santé, intégrative, et cette vision plus systémique, plus intégrative, de comprendre que tout est beaucoup plus complexe. C'est pas un complément alimentaire pris 2 jours, hop, tout à coup, ça va aller beaucoup mieux. Mais c'est tout un écosystème, c'est tout un style de vie. Alors c'est un peu vertigineux aussi parfois, parce qu'il faut se dire qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais cette nouvelle vision systémique et qui en plus s'applique à la santé, à notre quotidien, et puis aussi à la beauté, qui moi est mon sujet de prédilection aussi, de se dire que même la beauté, elle prend une ampleur complètement différente, plus globale, et qui est pas que sur de l'esthétique pure, que sur du superficiel, dans le sens esthétique superficiel. Ça, c'est assez excitant, je trouve, de se dire qu'on est dans cette nouvelle ère où on est plus intelligent, plus formé, plus curieux, plus à même de prendre en main notre santé, notre vie, notre beauté, la façon dont on a envie de le gérer. J'ai envie d'applaudir. Ouais, pareil. C'était beau ce que t'as dit. Écoute, merci beaucoup. Enfin, moi, j'ai appris plein de trucs. J'espère que vous aussi. Nous aussi. Ouais, c'était génial. Beaucoup. Cool. Merci à tous. Et pour les autres, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode.